toutes et à tous. Au sommaire de cette édition, kidnapping de la dame Koumba Kansar. Selon les informations de Libération Online, la dame a été retrouvée à Touba. Elle serait entre les mains des enquêteurs pour un interrogatoire. La hausse des impôts sur les bénéfices, une pilule qui passe mal chez les commerçants. Ils soutiennent que c'est la porte ouverte à l'inflation. L'UNACOIS de son côté juge cette décision incompréhensible. Le cadre unitaire des syndicats de la santé dans la rue pour se faire entendre. Ses membres réclament l'application du système LMD à l'ENDSS et le recasement des techniciens supérieurs, entre autres. La réponse du DRH, du ministère de la Santé, c'est à suivre dans cette édition. Et puis des ressortissants du Dandemayo au Fouta ont marché sur les artères de la capitale. Ils demandent à l'État de résoudre les problèmes que rencontrent les populations dans cette partie du pays. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Selon les informations de Libération Online, Koumba Kansar, qui aurait été kidnappée, a été retrouvée à Touba. Elle est entre les mains des enquêteurs pour un interrogatoire. Notre équipe en banlieue, avant cette information, est allée chez elle à Mbao à la rencontre de son mari. Un riche commerçant, nous disent Salif Sow et Asmalik Diop. 2 jours déjà, Koumba Kan reste introuvable. Elle serait kidnappée sur le chemin de l'hôpital en plein jour. La portée disparue avait quitté Mbao pour se rendre à Diamaguène d'abord, avant de poursuivre son chemin. Le marché Thiaroye était sa destination finale. Et ses ravisseurs ont même appelé Sessian. Ceci s'inquiète. Elle a quitté le domicile avant-hier pour l'hôpital et le marché de Thiaroye. Depuis, elle n'est pas revenue. Pas de nouvelles d'elle, de 11h à 21h. C'est à 21h qu'elle m'a appelé pour me dire qu'elle se trouvait dans une forêt qu'elle ne parvenait pas à situer. L'endroit était très obscur selon elle. La communication n'a pas duré. Elle a juste eu le temps de me demander de prier pour elle et de veiller sur ses enfants. Nous avons effectué des recherches. Nous sommes allés à l'hôpital où elle s'était rendue. Le régisseur nous a signifié qu'elle ne s'y trouvait pas. À la raffinerie de Mbao non plus. La gendarmerie nationale s'est lancée à sa recherche. Pour le moment, aucune piste n'est privilégiée. La famille croise les doigts. Après, en fin de compte, nous nous sommes rendus à la gendarmerie pour déclarer sa disparition. Nous invitons les autorités à veiller davantage sur la sécurité des populations. Koumba Kan, 36 ans, est mère de 4 enfants. Le plus jeune est âgé de 2 ans. Ses proches perdus, confus, prient le ciel. Je vous l'annonçais dans les titres de cette édition. L'UNACOIS juge incompréhensible la décision de l'État d'augmenter les impôts sur les bénéfices de 3 à 12%. L'organisation commerçante s'inquiète des conséquences d'une telle mesure avec l'entrée en mesure de la ZLECAf. Son secrétaire général Ousmane Ndiaye en parle au micro de Chérif Dia. Il y avait déjà un acompte de 3% qui était difficilement supportable par les importateurs. La question, elle est très simple. Est-ce qu'aujourd'hui, en plus de ces 3%, les consommateurs sénégalais, les chefs d'entreprise que nous sommes dans nos trésoreries, sont prêts à supporter 12% de plus des charges qu'on avait? C'est ça la question de fond. En réalité, ce n'est pas rationnel, parce que ce n'est pas possible. C'est aussi une manière d'hypothéquer, nous, nos chances de réussite dans cette dynamique d'ouverture à laquelle nous nous acheminons progressivement avec l'ouverture prochaine de la zone de libre-échange continentale. S'il y a au Sénégal un acompte de 12% qui n'existe pas dans les autres pays membres de la CEDEAO et éventuellement dans les autres pays futurs membres de la ZLECAf, il y a forcément un problème. On est défavorisé du point de vue de la compétition. Donc si nous ne sommes pas compétitifs, nous ne pourrons pas préserver les emplois. Et si nous n'arrivons pas à préserver les emplois, vous voyez,
les rangs des chômeurs vont s'augmenter et les risques justement d'instabilité et d'insécurité vont crescendo. Cette décision de l'État du Sénégal passe mal chez les commerçants rencontrés au marché Sandaga de Dakar. Ils soutiennent que cela ne fera que favoriser l'inflation. Reportage signé sur place Fatou Bintou Conté et Mohamed Dia. Mieux vaut fermer boutique que de subir une augmentation de l'impôt sur le revenu. Ce sont les commerçants du marché Sandaga qui s'expriment ainsi après la décision de l'État de faire passer cet impôt de 3 à 12%. Mieux vaut fermer nos boutiques et retourner au marché, car dans ce cas, on va travailler pour le compte de l'État. Le commerce va mourir de sa belle mort avec cette hausse et nous allons retourner cultiver les champs. Nous voulons que les 3% soient enlevés. Imagine qu'on arrive à 12%, c'est trop. On va travailler dans ce cas pour l'État. Selon ces commerçants, cette hausse, quelle que soit la situation, va se répercuter sur les prix si elle n'est pas revue par les autorités. Les prix vont augmenter. Ce qui coûtait 5 000 francs, on va le vendre à 7 000, c'est sûr. Tout le monde va subir les conséquences. On est obligé d'augmenter les prix des produits. On n'y peut rien avec la conjoncture actuelle. Cela va être difficile. Le grand perdant dans cette situation pour ces commerçants est le consommateur sénégalais qui, au finish, va subir de plein fouet cette augmentation. Les consommateurs vont en subir les conséquences et l'État doit aider les populations avec ces hausses sans intérêt. Rien ne va marcher dans ce pays. Les populations vont être plus fatiguées. Cette hausse de l'impôt sur les bénéfices à 12% a été prise par les autorités dans le cadre de la loi des finances rectificatives 2020. Une hausse qui risque d'avoir des impacts négatifs sur le consommateur sénégalais. Puis retenez que la Direction générale des impôts et domaines dément l'UNACOIS. Il précise qu'il n'y a eu ni hausse ni modification de l'impôt sur les bénéfices. Il s'agit plutôt d'apporter une réponse fiscale appropriée à des comportements et pratiques constitutifs de concurrence déloyale et nocive pour l'économie. L'intercommission sociale CNP-CNES salue les avancées concernant l'application d'une nouvelle convention collective nationale interprofessionnelle. On acquis après 37 ans plutôt de négociations. Elle a organisé un atelier d'information et de sensibilisation sur la problématique. C'était ce matin, compte rendu signé Aïssatou Paye et Diafaraba. 37 ans de revendications, de dialogue. Depuis 1982, des négociations sont entamées pour farfaire les normes du travail. Janvier 2020, une évolution est notée, une évolution basée sur les revendications précédentes. Nouvelle convention, on l'a articulée également au régime indemnitaire. Il propose en fait, disons, un système de rémunération qualitativement supérieur à celui qui existe. Et sur le plan des droits et de la protection sociale des travailleurs, il fait également des pas et c'est important. Je voudrais dire que nous sommes dans un monde où de plus en plus le travail décent devient disons quelque chose qu'il faut surveiller. Plus nous aurons du travail décent, plus en fait il y aura une garantie, y compris pour la productivité des entreprises. Et cette nouvelle convention-là va dans ce sens-là. Voilà pourquoi nous félicitons le patronat d'avoir consenti à signer avec les organisations de travailleurs cette nouvelle convention collective. Des changements, par exemple l'augmentation des salaires, la convention collective évolue. On peut citer par exemple l'interdiction, le travail des enfants, c'est une question qui a été posée pendant la période. Je crois qu'il a fallu légiférer sur ce point-là. La question du harcèlement moral, la question du harcèlement au travail a été posée. Ce sont des questions qui ont été étudiées et sur lesquelles, je crois, la réglementation de façon globale a pu évoluer. Ce qu'il y a dans ce texte va dans le sens, je crois, de la protection du travailleur. J'ai signé donc un texte portant sur les augmentations de salaire. Mais pour ce qui concerne le secteur privé, que ces accords-là, nous les avons négociés, nous les avons discutés avec les travailleurs sous la tutelle, sous l'égide du ministère du Travail. Existe-t-il des blocages sur le plan des revendications? Pour le moment, dira le directeur exécutif du CNP, il faut mettre l'accent sur les nouvelles avancées.
Et puis ce communiqué de zone monétaire ouest-africaine déviant les démarches des présidents, décrivant plutôt les démarches des présidents Alassane Ouattara et Macron concernant l'éco. Ndongo Samba Sylla parle de communiqué qui vient mettre les points sur les i. L'économiste estime que c'est un projet de la CEDEAO et qu'ils se sont appropriés indûment. Il invite les États à changer de politique. L'économiste a rencontré nos reporters Alassane Ba et Pape Sangone Mbaye. Le temps des syndicats n'est pas le temps de l'administration. L'administration a des règles qu'on ne peut pas changer parce que simplement un syndicat veut que cela aille vite. Donc nous avons, au niveau du ministère de la Santé, fait. Si d'aucuns sont surpris par le communiqué de la ZEMOA, l'économiste Ndongo Samba Sylla ne l'est pas. Dans ce communiqué, les 5 pays anglophones de la région plus la Guinée se sont réunis et ont juste rappelé la feuille de route initiale de la CEDEAO. C'est-à-dire que la CEDEAO veut avoir une monnaie unique qui s'appelle ECO et que les pays qui rempliront les critères d'entrée mais pourront voir leur monnaie être renommée ECO. L'UEMOA veut mettre un projet éco avec ses propres modes de gestion, ce qui fait que la situation est réelle, constate l'économiste. Concernant la méthodologie des critères de convergence, Ndongo Samba Sylla estime qu'elle plombe la dynamique d'aller vers une monnaie unique. D'une certaine manière, on peut résumer en disant qu'il y a une scission entre la France, parce que l'UEMOA c'est la France, et les autres pays. Et donc, à un moment donné, il faut que ces pays se déterminent. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que la question de l'éco, elle pourrait être là, je veux dire, pendant encore 50 ans. Parce qu'indépendamment des querelles qu'il y a en ce moment entre ces deux blocs, ce qu'il faut dire, c'est que la méthodologie même des critères de convergence plombe la dynamique pour aller vers une monnaie unique africaine. Et donc ça veut dire que tant qu'on est là à parler de l'éco, on restera toujours avec le franc CFA qui est une monnaie qui est nocive pour les économies africaines. Sur ce, il invite les États à revoir leur politique. À un moment donné, il faudra que certains pays responsables prennent leur destin en main, battent une monnaie nationale et essayent de mettre en place des mécanismes de solidarité, comme par exemple un système de règlement et de paiement entre les pays et aussi un fonds monétaire africain. Parce que si on a ce genre d'arrangement, on a tous les avantages d'une monnaie unique sans les inconvénients. Pour l'économiste, les critères de convergence importés de l'euro n'ont aucun sens et à ce rythme d'endettement, aucun pays ne pourra y parvenir. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives invite les industries minières à appliquer le contenu local, de faire en sorte que les dividendes de l'exploitation soient partagés avec les communautés et villages impactés. Une délégation de l'ITIE a sillonné le département de Thiès, les zones minières, des entreprises qui s'engagent à appliquer toutes les recommandations. Les détails dans cette correspondance est signée Seylatir et Cheranta Diop. Après une tournée au niveau des industries extractives, des mines et carrières du département de Thiès, précisément dans les localités de Pout, Kermousse, Mont-Roland, les membres de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITE, et des spécialistes du développement durable ont exprimé leur satisfaction par rapport à la gestion de l'environnement. Ça nous a permis de constater de visu comment l'exploitation se passe. Dans l'ensemble, il y a une très bonne appréciation de deux aspects qui sont importants, c'est l'environnement et surtout la concertation qui se fait par rapport aux interventions sociales. Les responsables de l'ITE ont également attiré l'attention sur la nécessité de créer un cadre pour faire le suivi du contenu local. Toutes les stratégies, les politiques, de renforcer davantage ou de maximiser les retombées sur l'économie locale. Déjà, il y a l'investissement social qui y participe en construisant des écoles, les secteurs prioritaires comme la santé aussi sont servis. Mais il n'y a pas que ça, il faut aider aussi les entreprises locales à pouvoir capter les dividendes de l'exploitation à travers la fourniture de biens et services. Le directeur des ressources humaines de la cimenterie de Pout s'engage à appliquer toutes les recommandations sur le contenu local. Les recommandations de l'ITIE qui sont la bienvenue seront forcément implémentées. Forcément, parce qu'effectivement, Dangote à ce qu'on appelle le concept qui s'appelle le Dangote Way. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives ne va rien négliger et compte impliquer toutes les communautés des villages impactés.
Et puis du nouveau dans le dossier des Diambar du Golfe privés de leurs indemnités de guerre. Mame Mactar Gueye de l'ONG Adiamra affirme qu'il y a des tourneurs derrière. Il promet de s'en nourrir au chef de l'État après avoir été reçu par l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Sénégal. Le patron de l'organisation non gouvernementale a fait face à la presse ce matin. Un compte rendu signé à Maïmouna Ndiaye et Pape Sangone Mbaye. 27 ans après, les familles des soldats de la guerre du Golfe courent toujours derrière leurs indemnités. Une situation anormale selon le président de l'ONG Adiamra qui a pris le dossier en main. Si je n'ai pas insisté auprès du directeur de cabinet du président Macky Sall pour la programmation de l'audience, c'est que j'attendais une étape importante pour boucler la boucle. En l'occurrence, une audience avec le principal intéressé. Parce que c'est l'Arabie Saoudite qui avait lancé son SOS. Joignant la parole à l'acte, il a demandé aux soldats de première classe, El Hadi Abdoulaye Diouf, qui est le coordonnateur du collectif des anciens combattants du Golfe, de lui faire parvenir mercredi au plus tard la liste complète des 402 survivants, la liste complète des 93 veuves, la liste complète des 11 blessés de guerre. Alors à quelle fin? Eh bien pour que lui, il puisse, à son niveau, n'est-ce pas, faire un geste. Jusqu'ici, les veuves n'ont reçu que la somme d'1 million de francs CFA chacune. En guise de prime de congé, Mame Mactar Gueye impute les lenteurs à des officiers. Ils ont dit, ouais mais lui c'est un opposant. Mais ça n'a rien à voir avec la légitimité de cette revendication. Les opinions politiques de ce général ne nous intéressent pas. Lui, il a eu des éléments sur lesquels il s'est fondé pour dire que l'argent est venu, mais ça a été détourné. Bon, il appartient maintenant au président Macky Sall de nous aider, parce que lui c'est l'État, pour remonter la filière et retrouver l'argent. Le président de Adiamra promet également de rencontrer à nouveau la presse nationale après son face-à-face avec le chef de l'État. Je vous l'annoncer également dans les titres de ce 20h, le cadre unitaire des syndicats de la santé pour la justice sociale dans la rue ce matin. Et ses membres réclament l'application du système LMD à l'ENDSS, le recasement des techniciens supérieurs entre autres. Et ils annoncent une grève de 72 heures au mois de février prochain. Compte rendu signé Cheikh Diop et Gafaraba. Tout est parti de l'ENDSS, point de départ pour la marche de ces acteurs du système sanitaire, direction le ministère de la Santé. Après quelques minutes de marche, des barrières sont installées à quelques mètres du ministère. C'est pour empêcher l'accès du ministère à ces acteurs de la santé. Regardez là où on est devant le Centre national d'appareillage et d'orthopédie. Hier, quand l'autorité m'a parlé, je les ai dit, si vous nous laissez nous arrêter à 30 mètres, nous allons nous mettre devant un centre où les personnes qui y vont ou qui y sortent sont des personnes à mobilité réduite. Ça veut dire qu'ils protègent beaucoup plus ce bâtiment-là, où il n'y a que des bureaucrates. Tout l'argent du secteur de la santé est bouffé dans ce bâtiment. Ça la vérité. Une plateforme de plusieurs revendications. 5 syndicats de la santé se retrouvent pour parler de leurs conditions de travail. Chaque jour, on nous attaque, nous agents de santé, parce que les conditions dans lesquelles nous travaillons sont des conditions extrêmement difficiles. Ça fait 2 ans qu'on n'organise plus de concours, alors qu'on a des déficits en anesthésiste réanimation. Les gens qui aujourd'hui ont leur 3e cycle, leur doctorat, qu'ils soient classés dans le nouveau corps. Quand on est en face de gens irresponsables, la seule attitude, c'est de faire face à eux. Et attendez-vous à un mois de février, pas pour une grève d'un seul jour, mais on peut faire même 3 jours de grève sans bloc, sans laboratoire, sans imagerie médicale, sans kinésithérapie, sans dialyse. Le cadre unitaire des syndicats de la santé pour la justice sociale monte au créneau pour exiger de meilleures conditions de vie et de travail. Ces acteurs ont engagé le combat pour l'équité et l'intégration sans condition des techniciens supérieurs, des agents des corps, des administrateurs de soins. Le directeur des ressources humaines du ministère de la Santé soutient que concernant le recasement des techniciens supérieurs, le projet de décret est envoyé en lecture au ministère de la fonction publique, des finances et du budget. Ibrahim Massouk Kandela Diouf au micro de Cheikh Diop et Gafaraba.
Le temps des syndicats n'est pas le temps de l'administration. L'administration a des règles qu'on ne peut pas changer parce que simplement un syndicat veut que cela aille vite. Donc nous avons, nous, au niveau du ministère de la Santé, fait ce qu'on devait faire pour ce reclassement-là. Le projet de décret est déjà prêt et envoyé en lecture. Donc pour moi, c'est une affaire qui est derrière nous. Ce qu'il y a juste lieu de faire, c'est peut-être de pousser. Maintenant, ils l'ont dit eux-mêmes, le ministre les a reçus 3 fois. Nous-mêmes, nous les avons reçus avec le directeur de cabinet après les élections, contrairement à ce qu'ils disent. Parce que quand le directeur de cabinet les reçoit, c'est au nom du ministre de la Santé. Nous les avons reçus. Au-delà, moi-même, je les ai reçus sur ces problèmes de projet de décret. Donc la porte du ministre de la Santé est très ouverte. On est prêt à les recevoir n'importe quand, à n'importe quel moment. Les ressortissants du Dandé Mayo ont également manifesté à Dakar, une manifestation pacifique pour déplorer les difficultés que rencontrent les populations dans cette partie du pays. Des difficultés qui ont pour nom un manque d'infrastructures, de pistes de production, entre autres. Moussa Ndiaye, le président de l'association, interrogé par Aïssatou Gueiba et Ahmadouba. Nous devons demander le bitumage de la piste de Noël jusqu'à Demankani, distance de 200 km, qui depuis 2003, elle est dans un état piteux. Depuis 2003 à nos jours, elle a occasionné tant d'accidents qui ont connu des morts d'hommes. Depuis 2003 à nos jours, on a assisté, on est témoin des femmes qui ont perdu leur vie en donnant naissance sur des charrettes, sur des voitures dans des états piteux. Et l'État sénégalais avait pris un engagement, de même que les populations avec l'AFD, je dis bien un engagement qui a été signé, que nous avions signé. Nous avons fait notre contrepartie, 50 millions qui était une condition sine qua non. Mais jusqu'à présent, aucune machine n'a descendu sur le terrain pour réhabiliter cette piste. Il n'y a jamais eu d'intervention de l'État sur quoi que ce soit, je vais le dire. C'est vrai, quelque part l'État intervient, mais nous allons nous dire que l'État fait des efforts en instaurant des bourses sociales. Non, ce ne sont pas ces bourses-là qui nous intéressent. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le désenclavement. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir de bonnes pistes. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des moyens pour sortir de nos localités. Donc si le gouvernement ne réagit pas, le plan d'action, parce que nous n'allons pas dévoiler nos armes. Ils ont besoin, nous avons besoin d'eux. Cette fois-ci, c'est peut-être nous qui avons besoin, mais il arrivera un moment, ils viendront chez nous. Parce qu'ils nous écoutent. Si je dis ils, je parle des politiciens. Nous n'avons pas peur, nous vivons avec eux. Parce que peut-être nous savons que jamais, au plus grand jamais, le Danemark n'a été représenté par aucun de ses élus locaux. Et puis le verdict du maire de Mbour sur la cantinisation de la place publique attendu ce 3 février. En attendant, les conseillers municipaux apportent leur soutien au sieur Fallou Silla qui, selon eux, a eu l'autorisation du préfet et du conseiller municipal avant d'entamer les travaux. Là-dessus, je vous propose d'écouter les explications de Sohibou Gueye. Il est conseiller municipal. Il est interrogé à part Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Je confirme qu'il y a délibération. Je confirme aussi au niveau de la justice, dans les dossiers, on a donné un dossier approuvé par le préfet qui est dans le dossier. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler du dossier de la justice. On est là pour parler et clarifier effectivement la décision de l'ensemble du conseil municipal, parce que c'est le conseil municipal qui avait pris cette décision pour le déplacement du jardin public vers l'esplanade du stade Demba Diop, du stade Caroline. Donc c'est une cabale politique derrière. Vous savez pourquoi? Parce que si Mbour Justice, et je l'ai dit tantôt, ils sont libres. Et c'est tout à fait logique, tout à fait normal qu'ils sont mbourois au même titre que n'importe quel mbourois. Donc ils ont la possibilité de dire non. Ça, c'est notre position par rapport à quoi, à telle et telle chose. Ça, c'est tout à fait logique. Mais si au niveau des procès, chaque jour, on voit derrière eux des politiciens, chaque jour, ils se réunissent chez des politiciens, on peut dire que c'est de la politique. Et puis les commerçants du marché central de Kaolack en colère contre l'ONAS et l'Agéroute, ces deux sociétés tardent à achever leur chantier sur la rue principale du marché. Les explications de Seydina Omar Diop, interrogé par Ibrahima Diamé et Fally Gaye. Parce que chaque jour, chaque instant, on voit ici des marchands ambulants qui venaient nous perturber dans les rues de Kaolack, surtout aux alentours du marché. Ils venaient avec des installations, on ne sait pas où on y va.
Depuis longtemps, on n'est rien vendu à cause de nos marchands ambulants. Tout récemment, les impôts ont venu dans le marché, on nous a collecté toutes les patentes durant toute l'année, on a tout payé, mais aujourd'hui, on ne voit pas des clients. Bon, nous voulons que notre autorité nous entende pour venir nous aider. L'ONAS a venu ici monter des égouts et des tuyaux, mais ça reste le goudron. Depuis lors, on crie chaque jour. Il y a toujours les gravats. Ils ne sont pas finis le travail. Chaque jour, la poussière se lève. Quand nous mangeons nos repas, on voit des poussières partout. Nous ne sommes pas en sécurité. Vraiment, nous ne sommes pas en sécurité. Nous voulons tous que les marchands ambulants quittent le lieu. Les marchands ambulants sont tous occupés dans tout le marché. Tous les rues de marché sont occupées par les marchands ambulants. Ils sont fatigués. Et puis, un incendie d'une rare violence s'est déclaré ce matin dans un garage mécanique aux Parcelles Assainies, unité 13. Beaucoup de dégâts matériels enregistrés. Les sapeurs-pompiers ont dû déployer plutôt les gros moyens pour maîtriser le feu dont l'origine reste inconnue. Et puis l'amicale des anciens élèves de Lamine Gueye veut motiver les pensionnaires de cet établissement à s'inspirer des cadres qui sont passés dans cet établissement scolaire. C'était lors d'une journée d'intégration avec comme invité d'honneur Mohamed Boun Abdallah John. Pape Farani et Mohamed Dian y étaient pour nous. Des directeurs généraux, anciens premiers ministres ou même des hauts gradés de l'armée sont retournés ce matin au lycée Lamine Gueye ex-Vanvo, où ils ont fait une partie de leur cursus scolaire. Un retour aux sources pour ces personnalités qui ont chacune parrainé une classe. C'était de partager leurs expériences d'anciens élèves de ce lycée avec leurs jeunes cadets, mais surtout de nouer un contrat de performance avec les classes. Ce que nous avons réussi de fort belle manière, parce que parmi les parrains, nous avions la chance d'avoir le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, M. Mohamed Boun Abdallah John, qui nous a fait l'honneur d'être avec nous. Cela nous motive et ça nous permet aussi de plus nous concentrer dans les études pour qu'à l'avenir, qu'on devienne soit comme des ministres ou bien comme des généraux ou bien comme certaines parents aussi. La contribution de l'amicale des anciens élèves du lycée impacte positivement sur les résultats scolaires. Parce que ce sont des élèves pratiquement qui nous viennent de la banlieue. Donc l'année dernière, par exemple, je me rappelle, ils ont donné une enveloppe pour la prise en charge du transport, de la restauration des élèves qui passent la journée à l'école sans pour autant manger. Ils participent pour le bon fonctionnement déjà avec le colonel qui était là. Avec l'année dernière, avec le ballet d'or, je pense. Il avait ramené ici et que tous les élèves n'avaient pas participé aussi à... À travers ce projet de parrainage par classe, l'administration du lycée Lamine Gueye veut redonner à l'établissement son lustre d'antan. Notre souhait, c'est que le nom du lycée Lamine Gueye, ex-Vanvo Le Novel, soit cité parmi tous les concours. Que nous soyons parmi les palmarès, qu'on sente nos élèves, parce qu'ils ont vu, nous n'avons que des modèles de réussite. C'est un lycée ancien qui a formé beaucoup de leaders. Mais peut-être qu'aujourd'hui, avec la présence de ces anciens, comme je l'ai dit tantôt, ça va être une source de motivation. Et peut-être que dans les années à venir, nous aurons l'occasion de voir dans le palmarès du concours général le lycée Lamine Gueye. Et pour réussir ce pari, le lycée a initié une journée d'intégration des anciens élèves devenus des cadres de l'administration pour motiver leurs cadets pensionnés de cet établissement d'excellence. Merci à vous, Pape Farani. C'était le dernier élément de ce journal. À présent, l'antenne à Aram Touré. C'est pour les besoins de la deuxième partie de Soir d'Info. Merci bien, cher Tidiane.